une licence légendaire qui a perdu ses lettres de noblesse suite à sa surexploitation et des épisodes qui tournaient en rond et qui sortaient à la hâte. Je parle bien de Tomb Raider juste après la sortie de l'Ange des Ténèbres, le 6e opus de la licence. Découvrons ensemble comment cette légende a pu renaître de ses cendres. L'Ange des Ténèbres a sonné le glas de l'ère Core Design, un jeu sorti à la hâte, rempli de bugs et surtout avec beaucoup de coupes scénaristiques qui ont laissé beaucoup de questions sans réponse. Pourtant, beaucoup de projets gravitaient autour de ce jeu, qui devait être le premier d'une trilogie. Parlons de ces projets en commençant par Lara Croft Tomb Raider The Apocalypse, un jeu interactif télévisé divisé en 3 épisodes et disponible sur le portail de jeux télévisé de Sky Digital, à savoir Sky GameStar. Ce service est disponible uniquement en Angleterre et en Irlande, mais ayant fermé fin 2006, il est impossible aujourd'hui de jouer aux jeux de cette plateforme. Il fallait débourser 75 pence pour jouer à une session de Tomb Raider Apocalypse. Le jeu fut développé par Mind's Eye Productions, un studio de développement britannique qui développe des jeux à licence à destination des PC et consoles. Ce studio se concentrera sur les jeux télévisés interactifs au début des années 2000, dont le fameux Lara Croft Tomb Raider Apocalypse. Il s'agira du premier jeu 2D de Sky GameStar et ressemble fortement au tout premier Prince of Persia. Amusant quand on sait que Tomb Raider est une transposition 3D du genre puzzle platformer que Prince of Persia a popularisé. Le premier épisode se nomme The Eye of Osiris et sortira le 18 décembre 2002. Lara recherche donc l'œil d'Osiris en Égypte dans 10 niveaux remplis de pièges et d'ennemis mortels. Cet artefact détiendrait la clé de l'immortalité. L'épisode 2, nommé The Shadow Falls, dans lequel Lara souhaite en savoir plus sur l'œil d'Osiris, qui ferait également le lien entre le monde des vivants et celui des morts. Les niveaux se déroulent principalement dans un entrepôt ultra sécurisé, débordant de gardes armés. C'est le 16 juin 2003 que cet épisode 2 sort sur le service. Et c'est le 23 septembre 2003 que sortira The Last Midnight, dernier épisode de Tomb Raider Apocalypse. Toujours à la recherche de l'œil et suite à la découverte de l'entrée d'une crypte souterraine à la fin de l'épisode 2, Lara devra trouver ce dernier avant minuit afin de sauver le monde de l'apocalypse. Le jeu se jouait avec une télécommande de télévision. Les touches permettaient de réaliser les actions bien connues de la série comme courir, tourner, marcher, s'accroupir, rouler, tirer, etc. Chaque épisode possédait une zone d'entraînement et il était bien sûr possible de sauvegarder sa partie avec des cristaux ou de reprendre la partie grâce à des mots de passe. Suite au succès de ces épisodes, un 4e épisode sortira durant l'été 2005, le Temple d'Anubis. Lara y affrontera de nouveau le culte qu'elle a combattu en Suisse durant le 3e épisode d'Apocalypse. Il chercherait cette fois à mettre la main sur le sceptre d'Anubis et se venger de Lara Croft dans cet épisode où l'on retourne en Égypte. Le prix sera de 61 pence pour faire une session de jeu en illimité. C'est-à-dire qu'une mort ne vous obligera pas à repayer une session. Malheureusement, les jeux étant introuvables aujourd'hui, je n'ai pas plus d'infos à vous donner concernant le fin mot de l'histoire de ce jeu. Un 5e épisode, The Temple of the Dead, était prévu mais n'est jamais sorti, certainement suite à l'achat de la boîte de développement par Disney en 2005. Mais il n'y a pas qu'en Angleterre qu'un jeu interactif télévisé sera lancé. En effet, Lara Croft Tomb Raider The Reckoning sortira au Canada et sera divisé en 2 épisodes. Il sera possible d'y jouer pendant 30 jours en déboursant $3 canadiens sur le service Bell Express Vue. Il reprend le concept d'Apocalypse pour son gameplay, seul le design sera légèrement différent. Denki, développeurs spécialisés dans les jeux TV interactifs, seront cette fois sur ce projet. Chaque épisode sera composé de 12 tableaux et proposera même une composante multijoueur. Le premier épisode sortira en mars 2006 et le second en septembre 2006, soit bien après la sortie de Tomb Raider Legend que je traiterai plus tard dans cette vidéo. Dans Tomb Raider Reckoning, on se penche sur l'histoire de la civilisation Kotek qui était en possession de 5 pierres contenant des morceaux d'esprit de Dieu. Grâce à ces dernières, ils avaient conquis le monde et pillé plusieurs tombes. Les trésors furent emmenés dans leur temple avant que la civilisation ne disparaisse mystérieusement. Bradley, un ami de Lara, a réuni des informations sur ce dernier avant de mourir. Lara ira donc dans le temple, réunira les pierres et les placera sur un autel qui lui permettra de se téléporter dans un endroit mystérieux pour l'épisode 2. Malheureusement, encore une fois, il est très compliqué de trouver des informations sur ce jeu, mais on imagine que l'épisode 2 permet à Lara de retrouver la civilisation Kotek.
Une autre catégorie jamais abordée, ce sont les jeux flash promotionnels. En 2001, les boissons Larazade permettaient de jouer à un jeu nommé Lara's Land Rover Challenge à l'occasion de la sortie du film Lara Croft Tomb Raider. Son gameplay est comparable à celui de Atari's Moon Patrol et se jouait à partir du moment où vous résolviez le puzzle que Lara avait rapporté d'Égypte. Un autre jeu flash est apparu en 2003 afin de promouvoir l'Ange des Ténèbres au Japon. Nommé sobrement Tomb Raider, celui-ci consistait à ramasser 6 trésors par niveau et offrait une clé en récompense permettant d'accéder au niveau suivant. Cependant, le jeu était très minimaliste. Il était impossible d'utiliser les 2 pistolets et les ennemis devaient être évités. 10 niveaux composaient le jeu et proposaient différents environnements et ennemis à chaque fois. Fermons cette petite parenthèse pour évoquer la suite de l'Ange des Ténèbres. Nous savons que beaucoup de zones allaient être réutilisées, ce qui aurait permis de développer le jeu plus vite. La cinématique d'ouverture devait montrer Lara utilisant ses compétences pour s'introduire dans un ancien temple à Cappadoce en Turquie. 10 parties importantes devaient composer cette suite. Première partie, Lara explore ce fameux temple. Deuxième partie, un combat contre un serpent géant gardien du monde souterrain. Troisième partie, Lara se ferait un chemin dans les cavernes du monde souterrain qui contiendrait beaucoup de zones sous-marines. Quatrième partie, l'ancienne cité Néphilim, une partie où Lara fait équipe avec Curtis pour activer l'ancienne cité. Le joueur aurait dû switcher entre les 2 personnages pour résoudre des énigmes. Cinquième partie, suite à l'activation de cette antique cité, Lara et Curtis doivent combattre les gardiens réveillés pendant qu'ils se dirigent vers le repère de Karel. Apparemment, il serait de retour mais aucune info n'est donnée sur le comment de son retour. Cette partie contiendra la dernière apparition de Curtis dans le jeu. Sixième partie, une zone plus high-tech dans laquelle Karel essaie de réveiller les Néphilim. Il se débarrassera de Lara en l'envoyant vers les 3 royaumes. Mais que sont les 3 royaumes ? J'y viens avec la 7e partie qui se déroulerait dans le premier royaume. Lara doit revivre certains moments de ses anciennes aventures. Le premier royaume correspond à la vallée perdue et le T-Rex du premier Tomb Raider. 8e partie, le deuxième royaume revient sur l'accident d'avion en Himalaya que Lara a vécu dans son passé. Elle devra y affronter des terroristes et quitter la montagne. 9e partie, le troisième royaume qui revient sur Tomb Raider 4 et comment Lara s'est échappée du temple qu'il a enseveli. 10e partie, retour au repère de Karel. Lara livre une bataille finale contre lui, détruira la cité Néphilim et s'enfuira du monde souterrain qui s'écroulera tout autour d'elle. C'était la première ébauche très sommaire de cette suite à l'Ange des Ténèbres. L'histoire n'est pas détaillée et nous n'en savons pas plus vis-à-vis de la disparition soudaine de Curtis au milieu du jeu. Est-il censé mourir ou bien la suite de son histoire devait avoir lieu dans sa propre série ? Car oui, Curtis Trent était censé avoir sa propre série, plus sombre et plus violente qu'un Tomb Raider. Plusieurs projets sont évoqués dans les archives du scénariste de l'Ange des Ténèbres. Tout d'abord, un jeu se déroulant avant l'Ange des Ténèbres et qui avait 2 titres provisoires, à savoir Curtis Trent Bloodlines et Curtis Trent Demon Hunter. Celui-ci aurait fait l'objet d'un jeu à la 3e personne se déroulant à New York entre 1998 et 2000. Comme dans Tomb Raider, un système de choix était prévu, mais celui-ci devait diriger le joueur vers le bien ou vers le mal. Bien sûr, ses pouvoirs psychiques auraient été mis en avant. Lara Croft devait être totalement absente du jeu ou bien apparaître pour un niveau ou 2. Ensuite, le deuxième projet pour Curtis était de lui donner un jeu dans lequel Lara Croft est portée disparue. Curtis mène l'enquête et semblerait soupçonner la coterie. Bien sûr, suite au retrait de la licence à Core Design, ces projets n'iront jamais plus loin. Cependant, en 2006, Murty Scofield aurait suggéré à Megan Mary de poursuivre ses projets dans un univers parallèle dans lequel les histoires de l'Ange des Ténèbres puissent évoluer en même temps que celui de l'univers en cours. Aucune information supplémentaire à ce sujet, mais en 2021, il est annoncé que le futur de la licence Tomb Raider serait unifié et fusionné. Dans quel sens ? Nous ne savons pas encore et ce n'est pas encore tout à fait le sujet. Retournons en 2003. Si l'Ange des Ténèbres était sorti trop tôt, c'est qu'Eidos comptait sur la sortie de la seconde adaptation cinématographique pour porter les ventes du jeu. En effet, suite à l'énorme succès commercial de Lara Croft Tomb Raider, une suite est vite mise en chantier. Le budget sera de 95 millions de dollars, soit 20 millions de moins que le premier opus. Toujours financé par Telemunchen Group et distribué par la Paramount, au Japon, c'est Toho Towa qui distribuera le film.
3 mois et demi de tournage seront nécessaires pour tourner le film, dont 6 jours de tournage à Hong Kong, Santorin, Llyn Gwynant au pays de Galles, ainsi que 2 semaines de tournage au Kenya. En effet, les scènes se déroulant en Afrique sont en réalité filmées dans le parc national d'Amboseli, et les scènes se déroulant en Chine seront tout simplement tournées au parc national Hell's Gate. Le reste du tournage sera effectué en Angleterre lorsque nous retrouverons le manoir Croft ainsi qu'une scène censée se dérouler à Shanghai, filmée dans un studio. Le casting du premier film reste pratiquement intact pour ses personnages principaux. Lara Croft est toujours jouée par Angelina Jolie, ses 2 complices Hilary et Bryce sont toujours joués par Chris Barry et Noah Taylor. Il n'y a que Daniel Craig qui ne remplira pas. Cependant, Gerard Butler sera nouveau au casting et servira de compagnon de voyage, voire plus, pour Lara, en jouant le rôle de Terry Sheridan. L'antagoniste sera quant à lui incarné par Ciarán Hinds. L'histoire sera écrite par Steven de Souza, qui avait échoué pour le premier film, ainsi que James Hart, connu notamment pour ses adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires comme Dracula, Hook ou encore Frankenstein. Au niveau de la réalisation, c'est Jan de Bont qui s'en chargera. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il a réalisé les films Speed avec Keanu Reeves ou encore le film catastrophe Twister. Ce dernier vivra un cauchemar durant le tournage. Il ne savait pas vers quoi il s'engageait avant de s'apercevoir qu'il n'aurait pas de liberté artistique sur le film. En effet, le studio Paramount voulait aussi imposer sa propre vision du film, alors qu'il y avait également Eidos et Core Design qui étaient impliqués et s'assuraient du respect de leur jeu et du personnage de Lara Croft. Même pour le casting, Jan de Bont n'a pas vraiment eu son mot à dire. Cependant, il déclare avoir aimé travailler avec Angelina Jolie, qu'il considère comme un personnage qui possède beaucoup d'opinions. Très difficile de travailler avec elle, mais ce n'était pas un problème à ce moment-là et a fini par vraiment l'aimer beaucoup. Malgré ce point positif, ce film dégoûtera à jamais Jan de Bont et n'en réalisera plus aucun, ni ne travaillera sur un film avant 2012 en tant que directeur de photographie sur Nema Aviona za Zagreb, avant de retourner dans l'ombre. Alan Silvestri sera le compositeur de la bande originale. Il est à l'origine du thème de Retour vers le futur, du thème de Predator, mais aussi, plus récemment, du thème des Avengers. La musique sera enregistrée au London Symphony Orchestra en 2003. Pour ce qui est des chansons, le groupe Korn signera la chanson phare du titre avec Did My Time. Angelina Jolie participera même au clip vidéo. Cependant, la chanson n'apparaîtra pas sur le CD de chansons du film à cause de désaccords avec la maison de disques du groupe. Parmi les autres artistes qui ont contribué au film, nous avons Davy Brothers et leur titre Hard Go Faster. Ils utiliseront quelques extraits du film pour leur clip. Comme pour le premier film, Angelina Jolie suivra à nouveau un entraînement intensif et réalisera la plupart des cascades du film, comme pour le premier volet. Quelques exceptions sont faites, notamment pour la séquence en wingsuits. Les assurances ne voulaient pas prendre de risques en ce qui concerne les acteurs. La séquence se déroulant sur la muraille de Chine également, même si un effet spécial très moche utilise le visage des acteurs. Oui, je sais, c'est vraiment très raté. Anecdote assez amusante, c'est dans ce film qu'apparaît pour la première fois la Jeep Wrangler Rubicon 2003, un petit partenariat publicitaire qui durera 2 minutes dans le film. 3 copies ont été créées pour les besoins du film et 1001 modèles Tomb Raider de ce véhicule seront produits et seront les répliques exactes de celles du film. C'est donc le 23 juillet 2003 qu'aura lieu la première de Lara Croft, Tomb Raider, le berceau de la vie. L'histoire commence à l'île de Santorin avec un tremblement de terre qui permet de découvrir le Temple de Lune, temple qui abriterait les trésors les plus inestimables d'Alexandre le Grand. Lara mènera une expédition vers ce dernier qui sera pris d'assaut par les Schelling, une organisation chinoise criminelle. Les compagnons de Lara seront tués par ces derniers qui s'empareront d'un globe lumineux. Lara réussira tout de même à fuir du temple avec un médaillon mystérieux. Malgré le sabotage de son matériel, elle usera de la ruse pour pouvoir remonter à la surface et activera un mouchard permettant de la retrouver. De retour au manoir Croft, Lara recevra la visite du MI6, service de renseignement britannique, qui lui fera savoir que le globe a été commandé par Jonathan Rice, un marchand d'armes biologiques. Grâce aux renseignements du MI6, Lara déduira que Rice voudrait se servir du globe pour trouver la boîte de Pandore. Le globe serait une carte menant vers elle. La boîte de Pandore aurait amené la vie sur Terre. Cette dernière contiendrait désormais l'antivie, une peste mortelle qui serait une arme très dangereuse entre les mains de Rice. Lara exigera du MI6 de pouvoir faire équipe avec Terry Sheridan, qui sait très bien où se trouve le repère des Schelling. Il est emprisonné au Kazakhstan pour avoir trahi son pays. Il est également un ancien petit ami de Lara. Il acceptera grâce à la promesse de pouvoir refaire sa vie à zéro avec une nouvelle identité.
Il mènera donc Lara au Shelling et se feront capturer, le seul moyen pour eux d'entrer dans leur repère. Lara Croft essaiera de marchander l'orbe avec Shenlo, mais celui-ci essaiera de l'abattre suite à un accord financier avec Rice. Lara gagnera et apprendra que l'orbe allait être donné à Rice sous peu à Shanghai. Une fois sur les lieux, le frère de Shenlo, alias Chen, remet l'orbe à Rice, qu'il exécutera avant de prendre la fuite en hélico suite à l'intervention de Lara et Terry. Un mouchard bien placé les emmèneront vers un laboratoire à Hong Kong. Lara s'y introduira et prendra les dernières photos du globe avant que Rice n'intervienne. Il révèle alors son plan pour déclencher la peste et ne sauver que les personnes qu'il jugera dignes. Voulant exécuter Lara, Terry intervient et sauve Lara. Ils prendront la fuite vers les toits et sauteront en wingsuits. Malgré son intervention, Lara abandonnera Terry, jugeant qu'il est intervenu trop tard alors que Rice était pourtant à sa portée. Lara prendra contact avec Bryce et lui donnera les données manquantes du globe qui permettra à Lara de savoir que la boîte de Pandore se situe en Afrique. Cependant, Bryce était sous la menace de Rice, et il sait désormais que Lara se rend en Afrique. Elle y retrouve son ami de longue date, Koza, qui sera son guide vers le berceau de la vie. Cependant, un chef d'une tribu locale les préviendra que le berceau de la vie est protégé par les gardiens de l'ombre. Alors que Lara, Koza et une partie de la tribu se rendent au berceau, Rice débarque avec ses hommes qui tueront beaucoup de membres de la tribu. Il se servira de Bryce et Hilary qu'il tient en otage pour que Lara puisse le mener au berceau de la vie. Une fois arrivés au cratère, ils se feront attaquer par des gardiens de l'ombre qui repèrent les intrus au mouvement. La plupart des hommes de Rice se feront abattre, tandis que Lara, dans un ultime élan, s'emparera du globe et le lâchera dans un cratère qui désintégrera les gardiens et ouvrira la voie dans le berceau de la vie. Le lieu est étrange et les lois de la physique ne s'appliquent pas dans ce lieu. Pendant ce temps, Terry retrouve la trace de Lara en Afrique et libère les otages. Retour au berceau, la boîte de Pandore est trouvée par Lara et Rice. Elle trône au milieu d'un liquide noir très corrosif. Lara combattra Rice, qui sera distrait par l'arrivée de Terry. Lara se débarrassera donc de Rice en l'envoyant dans l'acide, qui tuera et dissoudra ce dernier. Terry essaiera d'emporter la boîte, ce que Lara n'acceptera pas. Cependant, Terry ne compte pas l'abandonner, car il s'agit pour lui de sa récompense, quitte à tuer Lara s'il le faut. Cette dernière l'abattra à regret et replacera la boîte dans l'eau acide avant de ressortir du berceau de la vie et de repartir vers d'autres horizons avec Hilary, Bryce et Koza. Même si elles sont moyennes, les critiques de ce volet seront bien meilleures que celles du premier film Tomb Raider. Les scènes d'action sont plus réussies, la performance de Jolie toujours au top, voire mieux, mais quelques critiques jugeront qu'il s'agit encore d'un sous-Indiana Jones avec une histoire stupide comme pour le premier opus. Angelina Jolie sera également nominée dans la catégorie pire actrice pour la cérémonie des Golden Raspberry Awards. Côté box-office, le film fera beaucoup moins d'argent que le premier. S'il s'en sort mieux au niveau international, c'est au box-office américain que le film échoue avec 65 millions de dollars, pour un total de 160,1 millions de dollars. C'est tout de même suffisant pour produire une suite, mais Angelina Jolie n'a aucun désir de vouloir reprendre le rôle, estimant être heureuse avec le dernier film qui était vraiment celui qu'ils avaient voulu faire. En France, il réalisera 1 250 000 entrées. Des romans adaptés des films seront écrits par Dave Stern, mais n'apporteront pas grand-chose par rapport à l'histoire. En parlant de romans, 3 romans inspirés de jeux vidéo seront écrits. Tout d'abord, L'Amulette du Pouvoir, par Mike Resnick, qui se déroule directement après Tomb Raider, la révélation finale. On y apprend qu'un certain Kevin Mason, fils d'un célèbre archéologue, aurait extrait Lara des décombres de la tombe d'Horus. Ils s'allieront ensemble pour retrouver une amulette millénaire donnant le pouvoir d'immortalité. Nous apprendrons par la suite que Kevin Mason n'est en réalité pas le vrai Kevin Mason. Il aurait tué le vrai et se serait fait passer pour lui afin de gagner la confiance de Lara, croyant qu'elle possédait l'amulette censée être dans le temple d'Horus. Le récit est fait d'aller-retour entre plusieurs pays exotiques et Lara y retrouvera un vieil ami qui l'aidera dans sa quête. Malheureusement, il deviendra fou de convoitise pour l'amulette et tentera de tuer Lara. Il finira mort et Lara détruira l'amulette. Cette aventure la fera tomber dans une dépression, comme il était prévu d'être raconté initialement dans l'Ange des Ténèbres. Le livre se termine au moment où Lara apprend que Werner von Croy est à Paris et décide de l'inviter à dîner pour lui raconter ses dernières aventures. Le second tome, Le culte des anciens, est cette fois-ci écrit par E.E. Knight. Même s'il se déroule après l'amulette du pouvoir, il s'agit d'une histoire indépendante. Quelques références aux aventures passées de Lara sont présentes, mais ça s'arrête là. Un ami de Lara est assassiné suite aux travaux de ce dernier et sa découverte d'une secte cherchant à ramener à la vie un culte tribal, les Men. Ces derniers auraient le pouvoir de contrôler l'esprit des gens. Lara découvrira qu'une amie d'enfance, Allison, fait partie de l'organisation meurtrière et Lara réussira à déjouer leur plan avec l'aide du petit ami d'Allison pour qui elle a le béguin. Un roman qui traitera d'amour comme jamais auparavant dans la série.
Malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs passages du roman. Enfin, le dernier roman, L'Homme de bronze, écrit par James Alan Gardner. Lara assiste encore à la mort d'un ami qui voulait qu'elle travaille pour l'Ordre de Bronze afin de trouver la jambe de la réincarnation de bronze d'Osiris. Bref, ce qu'elle fera pour venger la mort de son ami. Un roman écrit à la première personne, très orienté science-fiction et malheureusement très loin du caractère de Lara Croft. Elle n'est absolument pas curieuse à propos de ce qu'elle fait, juste guidée par la vengeance. Heureusement que les comics Topco sont là pour remonter le niveau, nous arrivons à la dernière ligne droite, les derniers comics de cette série. Le 31e comics introduit l'arc Conquête par John Ney Reber. Lara est invitée au Guatemala pour retrouver de l'or pour le compte de Don Alvaro, dont on découvrira qu'il utilisera Lara car ses esclaves ne font pas un travail satisfaisant. Lara découvrira la supercherie, délivrera les esclaves et laissera Don Alvaro et ses hommes s'entretuer pour l'or. Dessiné par Tony Daniel et écrit par Adam Hughes et James Bonney, l'arc suivant porte sur l'Ange des Ténèbres, une réécriture très différente du jeu. Cela commence par une course-poursuite au Maroc, où Lara vient de mettre la main sur l'une des peintures d'Obscura pour le compte de Werner von Croy. Malheureusement, il se fera tuer par d'étranges créatures lorsque Lara demandera des comptes sur les hommes qu'il a ensuite engagés pour la tuer. Lara rencontrera un certain Curtis Trent et lui apprendra le secret derrière les peintures d'Obscura et l'objet de leur convoitise par Peter Van Eckart. Le reste de l'aventure sera pratiquement de même nature que le jeu, hormis le Néphilim qui croquera Eckart, et Lara qui lui plantera les éclats périaptes pour finir sur la séparation de Lara et Curtis dans une romance plus poussée que dans le jeu. L'arc suivant, la Légion Noire, traite de retrouvailles avec un vieil ami, Joe Nutterfred, avec qui elle cherchera à découvrir la mine perdue de Dutchman, dans les montagnes de l'Arizona, gardée par la Légion Noire. Malheureusement, Lara fera face à Lady Jasmine, qui chercherait également la mine. Elles s'affronteront et découvriront par hasard la mine dans laquelle Joe sera possédé par le dieu du tonnerre qui hante la mine et chercherait un corps pour lever une armée, quitter la mine et dominer le monde. Lara usera du cristal de médecine donné plus tôt par Joe pour le déposséder. Cela entraînera l'éboulement de la mine et nous nous apercevrons à la fin que Lady Jasmine est toujours vivante. Bloodstone sera l'arc suivant et montrera Lara en proie à d'étranges cauchemars réguliers sur des sacrifices ayant lieu à Stonehenge. Sa secrétaire, Madeline, lui apprendra qu'une vieille amie, Maddie, cherchait à la joindre afin de justement venir voir une de ses découvertes. Une pierre semblable au bloc de Stonehenge, mais avec un symbole gravé en son centre, comme dans les cauchemars de Lara. En le touchant, la dague de cristal servant au sacrifice dans ses cauchemars apparaît. Lara se fera assommer par l'homme de ses cauchemars et à son réveil, elle découvrira une assistante de Maddie poignardée au cœur et la dague disparue. On découvre plus tard que le second assistant de Maddie serait lié au meurtre et attirera Maddie et Lara dans un piège pour refaire le même sacrifice. Lara se défendra et le fera fuir. Malheureusement, Maddie n'aura pas cette chance et sera assassinée. Lara comprendra que le meurtrier chercherait à obtenir un pouvoir mystique de la dague qui ne s'activera qu'après plusieurs meurtres de femmes. Lara échappera de peu au meurtre en voulant l'arrêter à Stonehenge, mais il tuera son assistante et activera la dague pour réveiller le pouvoir caché de Stonehenge, afin de pouvoir refaçonner le monde à sa façon. Lara fera un dernier move pour l'empêcher d'aller plus loin. L'homme se fera arrêter et les cauchemars de Lara prendront fin. Kaizen sera l'arc suivant et fera revenir Chase Carter dans une histoire dessinée cette fois par Edwin David. Lara est poursuivie par une créature ressemblant à une boule de feu. Chase Carter apparaîtra pour l'aider à le fuir. Cependant, Lara a du mal à croire qu'il soit revenu d'entre les morts. Ce n'est qu'après avoir été prisonnière par la créature et sauvée par Chase que Lara finira par y croire. Cependant, il ne s'agissait que d'un sage ayant fouillé dans la mémoire de Lara qui aurait pris l'apparence de Chase car il savait qu'il s'agissait de la seule personne que Lara puisse suivre dans cette situation. Lara dira de nouveau adieu à Chase avant de partir vers un autre arc, l'Esprit Marcheur, dessiné par Wilson Tortosa. Monsieur Allgood engage Lara pour trouver une pierre nommée l'Esprit Marcheur. Elle la trouvera, mais se la fera voler à la sortie du temple. Lara comprendra qu'il s'agissait d'hommes de Monsieur Allgood. Il chercherait à utiliser la pierre sur son neveu pour échanger leur corps et retrouver une jeunesse perdue. Il réussira à l'aide d'un homme connaissant bien le rituel car la pierre appartenait à son peuple. Lara Croft interviendra avant que le neveu de Allgood ne soit euthanasié et en rendant l'amulette à l'homme du rituel, les âmes reprendront leurs corps respectifs. La pierre retournera au peuple d'origine, là où personne ne pourra la trouver. La tour des âmes sera l'arc suivant. Lara et son ami Byron se rendent au château de Lot pour y trouver le dolmen Emerald. Cependant, le château est hanté suite aux séries de tortures qui s'y seraient produites au XVIe siècle. Les victimes hantent les lieux et Lara trouvera la fameuse pierre après quelques combats avec un monstre élémentaire. Cependant, Lara rencontrera le propriétaire du château, censé être mort 400 ans auparavant. La pierre lui servirait à être immortel, tandis qu'il se sacrifie et torture des vies humaines.
le monstre élémentaire reviendra distraire le propriétaire et Lara réussira à se délier et rendra la pierre au monstre. Le propriétaire mourra et les personnes hantant les lieux pourront enfin rejoindre le royaume des morts. Michael Choi sera le dessinateur du prochain arc, Démons intérieurs. Suite au meurtre d'un de ses amis par Monsieur Allgood qui souhaite se venger de Lara, cette dernière se rendra chez un maître d'arts martiaux qui lui apprendra à libérer une force en elle qui lui permettra de vaincre Monsieur Allgood. Il utilisera les souvenirs de Lara et ses démons intérieurs pour l'aider à se surpasser. Le dernier sera un combat à mort nécessaire pour cet entraînement. Lara remportera le combat. Eric Basolda sera le dessinateur de l'arc Tempête menaçante, aidé par Leonard Kirk pour le dernier tiers du récit. Sarah Pezzini demande à Lara d'enquêter sur le Rapture, un artefact qui serait la clé du paradis et de l'enfer. Lara ira donc rendre visite à son ami le professeur Drew, expert des anciennes cultures. Il dira à Lara que Rapture n'est qu'une légende urbaine. Peu de temps après, il se fera capturer par un certain Carlos de l'Arc, après avoir assommé Lara. Elle se lancera à sa poursuite, mais une étrange femme stoppera sa route, croyant que Lara aurait volé un livre contenant des indices sur le Rapture. Livre volé en réalité un peu plus tôt par Carlos. Lara échappera à la femme disant être la Magdalena. Elle appartient à une société voulant protéger le Rapture. Alors que Lara se rendra vers Naples pour retrouver le professeur, la Magdalena reviendra pour essayer de la tuer. Lara l'enverra par-dessus le pont, mais la rattrapera de justesse. Elle se dira s'appeler en réalité Patience et rejoindra Lara dans sa quête, ce qui ne plaira pas à son organisation. Pendant ce temps, le professeur sera forcé de trouver les indices dans le livre pour trouver comment ouvrir les portails de Rapture vers les enfers, le paradis et tout un tas d'autres dimensions parallèles. Ce qu'il réussira et se fera tuer par Carlos. Il commencera donc à faire le rituel décrit par le professeur. Lara et Patience arriveront sur les lieux et se feront attaquer par l'organisation qui sera réduite en poussière suite au premier rite de Carlos. Lara et Patience réussiront tout de même à tuer les 2 gardes du corps de Carlos et de détruire le livre juste au moment de l'ouverture d'un portail. Il sera emporté par ce dernier. L'arc suivant se nomme Vendetta, dessiné par Tyler Kirkham. Curtis Trent est intrigué par un temple et demandera à Lara de se rendre dans ce dernier. Malheureusement, c'est Monsieur Allgood qui aurait utilisé le nom de Curtis pour mener Lara vers un piège. Lara rusera pour les éviter et notamment contourner un tigre et se mettre un adversaire dans la poche pour coopérer et ainsi sortir du temple. Monsieur Allgood se fera dévorer par le tigre par la suite, tandis que nos 2 comparses réussiront leur échapper. L'Ultime Comics numéro 50 sera écrit par Dan Slott et dessiné par Francis Manapoul. Il consiste en plusieurs mini-histoires racontées au musée de Lara Croft. Ces différentes découvertes en passant par la première, le lotus de Lakshmi, quand elle était enfant, puis le vase de la dynastie Shang-Ti. De dangereuses histoires seront racontées également, comme celle de la boîte à musique géante, et d'autres histoires seront illustrées pendant que Lara elle-même cambriole son propre musée pour tester son équipe, mais aussi pour le fun. Une fin assez surprenante pour les comics Topco. Un dernier roman graphique par Christopher Golden et Tom Snigoski verra le jour, Monster War, qui est un crossover avec Tomb Raider, The Darkness, Witchblade et Magdalena. Les 4 univers se rassemblent afin de faire face à Dracula, Frankenstein, le loup-garou et Mr. Hyde. Un roman brillamment illustré et très réussi dans lequel les plans des différents monstres seront bien sûr contrecarrés par nos héros. Avant de nous intéresser à Tomb Raider Legend, il reste 2 jeux mobiles à traiter, les suites de l'Osiris Codex, en commençant par Lara Croft Tomb Raider Quest for Cinnabar, sorti le 1er mai 2004. Un niveau d'entraînement attend les joueurs pour apprendre les bases très simples de ce jeu mobile. Aucune nouveauté n'est à signaler, hormis les environnements, car l'entièreté du jeu se déroule au Tibet. Après avoir ramené le codex d'Égypte, le mystérieux employeur de Lara lui demande d'aller immédiatement au Tibet, dans un monastère mystérieux, afin de mettre la main sur un vase contenant du cinabre, substance utilisée pour la création de teintures de vie. 15 niveaux sans grande nouveauté qui permettront à Lara de faire le lien avec Shangri-La, la ville mythique cachée qui abrite des immortels. Elle trouvera le cinabre et trouvera la sortie vers les montagnes. La suite sera comptée dans Lara Croft Tomb Raider The Elixir of Life, sorti le 1er octobre 2004. Encore une fois, le jeu s'ouvre sur un entraînement. Toujours aucune nouveauté hormis l'environnement un peu plus médiéval. Lara se rend effectivement dans un château en Écosse où vit son mystérieux employeur. Il aurait l'intention de créer l'élixir de vie avec les artefacts que Lara a trouvés. Elle découvrira plus tard qu'il s'agit en réalité de William Bryce Drummond, le comte de ce château. Il est né en 1845 et souhaiterait relancer sa vie humaine. Oui, sa vie humaine, car Lara découvrira que ce qu'il reste du comte n'est qu'un cerveau humain dans une cuve qui prenait contact avec Lara grâce à des ordinateurs.
Elle les désactivera et scellera les artefacts dans ce château avant de s'échapper de celui-ci. Pas d'informations concrètes sur le nombre de téléchargements du jeu, mais Quest for Cinnabar était au top des téléchargements du service Vodafone. Enfin, toujours au niveau des jeux portables, le jeu original Tomb Raider ressortira sur N-Gage, une console portable de Nokia. Cette version est exactement la même que celle de 96, hormis pour la tenue de Lara, plus proche de celle de l'Ange des Ténèbres. Quoi qu'il en soit, il est temps pour Eidos Interactive de tourner la page L'Ange des Ténèbres. Après avoir retiré la licence Tomb Raider des mains de Core Design, ils confieront la tâche à un autre de leurs studios, la tâche de faire renaître Lara Croft. Le studio choisi est Crystal Dynamics, un studio de développement américain célèbre pour avoir créé des licences comme Jex, Pandemonium ou même Legacy of Kain. Nous sommes en 2004 à ce moment-là, et c'est exactement l'équipe qui développait Legacy of Kain Defiance qui s'occupera du prochain Tomb Raider. Morgan Gray, producteur de l'époque, se dira être honoré d'être chargé de produire la série Tomb Raider avant de comprendre le défi que cela représenterait. Eidos fera revenir Toby Gard, le père de Lara Croft, dès la pré-production du jeu. Il sera désigné concepteur principal, consultant créatif et concepteur de personnages. Cela lui permettra de reprendre la main sur sa création et d'humaniser le personnage de Lara comme il le souhaitait au départ. La façon de développer une histoire dans un jeu vidéo ayant bien évolué depuis 1996, il aidera notamment l'équipe de développement à étoffer les premières animations de Lara et enfin s'occupera également de la création des personnages secondaires. Pendant le développement, il est décidé très vite que le jeu mettrait à nouveau l'accent sur les tombes et ruines antiques suite aux critiques sur les lieux urbains de l'Ange des Ténèbres. La Bolivie sera donc le premier lieu choisi pour l'introduction afin que Lara puisse grimper des falaises. Aucun niveau urbain ne devait être présent dans le jeu, mais après plusieurs discussions, l'équipe reviendra finalement sur cette décision et conduira à la création du niveau Tokyo, afin d'apporter plus de variété dans le gameplay. Pour chaque lieu choisi, des images de paysages et d'architecture locale seront utilisées afin que leur conception de niveau reste authentique. Un des environnements qui devait être localisé en Amérique du Sud s'est vu remplacé par le Kazakhstan, car il y avait déjà 2 environnements en Amérique du Sud. Enfin, pour des raisons de calendrier, la fin du niveau d'Angleterre devait comprendre un segment en vélo qui n'a donc pas été développé finalement. Il aurait permis aux joueurs de proposer un nouveau rythme de jeu, un peu comme les passages en moto. Parlons gameplay maintenant, le système de grille avait évolué dans l'Ange des Ténèbres, ne proposant que des sauts approximatifs et tellement hasardeux. C'est terminé car Crystal Dynamics souhaite implémenter ce qu'ils appelleront le mouvement fluide. En effet, toutes les difficultés liées au saut sont désormais de l'histoire ancienne. Peu importe si vous sautez pas vraiment au bord d'une falaise, il y a de grandes chances que Lara se rattrape automatiquement. Les prouesses acrobatiques de Lara seront gardées pour les combats afin de satisfaire tout de même les vétérans. Elles se verront tout de même modernisées pour plaire aux nouveaux arrivants, comme un système de bullet time qui permettra à Lara de geler le temps. Cela lui permet donc de terminer ses ennemis avec un tir à la tête grâce au réticule de visée qui s'y place automatiquement. Effectivement, Lara vise automatiquement ses ennemis, mais il est désormais possible de changer de cible. Ce qui nous amène à l'animation de Lara entièrement réalisée à la main. Cela représentait 15 à 20% du code du jeu. C'est également pour cela que quelques animations et objets ont été supprimés durant le développement. L'intelligence artificielle a été grandement améliorée par rapport aux précédents opus. Les ennemis sont désormais capables de réagir aux actions de Lara et de la forcer à sortir en envoyant des grenades par exemple. Parmi les autres nouveautés, des QTE seront ajoutés peu avant la fin du développement suite à la popularisation de celle-ci dans le jeu God of War. Des raccourcis sur les flèches directionnelles seront implémentés, comme l'utilisation d'une lampe torche, de jumelles, désormais capables d'aider le joueur à savoir si l'on peut interagir avec certains objets, et enfin les medipacks qui permettent de reprendre de la santé, sachant que Lara ne peut en transporter que 3. Et oui, fini le sac sans fond. Lara possède aussi désormais un grappin qui permet d'interagir avec l'environnement, d'attirer les ennemis vers elle, de se balancer au-dessus de précipices, bref un gadget non négligeable pour une pilleuse de tombes. Les doubles pistolets aux munitions infinies seront de retour, mais bien sûr, Lara trouvera d'autres armes sur les ennemis. Le SMG, le lance-grenade, le fusil AR-15, le fusil à pompe Mossberg, des grenades également que nous verrons accrochées en temps réel sur la ceinture de Lara. Toutes ces armes secondaires ont un nombre limité de munitions. D'ailleurs, pour la première fois dans la série, il sera obligatoire de recharger ces armes. Ça se fera automatiquement ou manuellement bien sûr, afin d'être toujours prêt pour un éventuel combat.
Le jeu sera simplifié au maximum en proposant désormais des sauvegardes et checkpoints automatiques. Plus de stress quant à savoir où vous aviez sauvegardé la dernière fois. De plus, Lara aura également un PDA permettant aux joueurs de se rappeler pourquoi il est ici, mais aussi du nombre de secrets qu'il a en sa possession. Les secrets sont cachés dans les niveaux sous forme d'artefacts en bronze, argent et or, pour les plus difficiles à trouver. Ceux-ci débloqueront un tas de bonus comme des concept arts, des tenues, des modèles 3D, des codes triche, bref une excellente raison pour donner envie aux joueurs de les trouver. Ceux-ci ont plus d'intérêt qu'auparavant et les développeurs ont tout fait pour donner envie de tous les trouver. Pour la première fois dans la série, un mode de difficulté est proposé. Il s'agit d'excursion, expédition et raid, qui correspond au mode de difficulté facile, normal et difficile. Le mode de difficulté détermine entre autres la précision des tirs ennemis, les dégâts qu'ils causent et aussi le nombre de trousses de soins découvertes et le temps donné pour se rattraper si Lara est mal accrochée. Enfin, sachez que depuis cet épisode Legend, la saleté apparaît sur Lara en temps réel. Impossible de ne pas mentionner le retour du manoir Croft. Ce dernier est une copie exacte du manoir aperçu dans les adaptations cinématographiques. Il est possible d'y résoudre des énigmes pour trouver des salles secrètes et espérer y trouver tous les trésors. Salle de gym, piscine, garde-robe de Lara, mais pas de chambre froide malgré la présence de Winston dans le jeu. Ce dernier a d'ailleurs complètement changé de tête également pour ce reboot. La physique réaliste du jeu a également été créée de toutes pièces par Crystal Dynamics afin de ne pas utiliser de moteur disponible sur le marché. Celle-ci gérait pratiquement tout, la physique des puzzles, des personnages et même celui de l'environnement. Mais ce moteur n'est pas vraiment nouveau car il s'agissait de celui de Legacy of Kain, Soul Weaver. Il subira une mise à jour afin de convenir aux environnements ouverts de Tomb Raider. C'était un énorme défi pour les développeurs car ils ont dû réaliser une ruse afin que le jeu puisse charger d'avance certaines portions du niveau, sans que cela ne se voie dès que Lara entrait dans un endroit. Il fallait aussi que cela fonctionne avec chaque machine pour lesquelles le jeu était en développement. Les inspirations pour l'ambiance de ce Tomb Raider seront inspirées d'Ico, de Tomb Raider original et de Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. Des modes online seront pensés mais abandonnés pour vraiment se concentrer sur l'expérience solo. Concernant Lara et son origin story, il sera décidé de tout réécrire afin de tirer un trait définitivement sur l'Ange des Ténèbres. Son passé contient bien un crash d'avion, mais celui-ci est bien différent de celui où elle aurait perdu son mari. Et c'est justement de cela que traitera ce Tomb Raider Legend, titre choisi pour représenter le retour aux origines de Lara Croft. 3 personnes seront chargées de l'histoire du jeu. Au lieu d'être racontée via des cinématiques en images de synthèse et des cinématiques en temps réel, cette dernière sera racontée avec un mix de cinématiques et de dialogue in-game. Au départ, les développeurs voulaient y inclure un autre personnage emblématique de la licence, mais pratiquement tous les personnages que Lara croise sont morts. Mais ils arriveront tout de même à y inclure Zip, le personnage qui aidait Lara à distance dans Tomb Raider 5. Il sera réinventé et on lui collera même un collègue de travail nommé Alistair. Zip s'occupe principalement de tout ce qui touche à la technologie, tandis qu'Alistair sera plutôt d'une grande aide pour tout ce qui touche à l'histoire et les mythes. À eux deux, ils créeront une nouvelle dynamique jamais vue dans un Tomb Raider, interagissant régulièrement avec Lara à distance, ce qui ne laisse pratiquement plus de place à la solitude. Ce duo comique sera doublé en France par Omar et Fred, ce fameux duo que l'on a pu découvrir dans le service après-vente des émissions. Parmi les autres nouveaux personnages, un des antagonistes, Rutland, devait être à la base beaucoup plus stéréotypé, macho et méchant, mais pour le jeu final, il sera plus intellectuel. Ce jeu sera centré sur le mystère d'Excalibur, bien que la quête de Lara pour retrouver sa mère est importante. Il sera décidé que celle-ci soit un fil rouge pour les épisodes suivants. Le thème central du jeu, quant à lui, sera inspiré des théories du voyage du héros de Joseph Campbell, un écrivain qui a inspiré beaucoup de licences de la pop culture comme Star Wars. Mais nous reviendrons en détail sur l'histoire plus tard. Attardons-nous plutôt sur le nouveau design de Lara. On découvre sur les premiers concept arts que Lara a conservé son look Ange des Ténèbres, mais elle est bien plus fine et n'a plus les lignes dures de son visage. À l'arrivée de Toby Gard dans l'équipe, ce dernier souhaite redessiner entièrement Lara, ce que l'équipe approuvera totalement en raison du rôle qu'il a joué en tant que créateur de Lara Croft. Il dessinera une nouvelle tenue afin de bien montrer qu'il s'agisse d'un reboot et qu'il n'ait plus aucun lien avec l'Ange des Ténèbres et remplacera les cheveux tressés de Lara en une queue de cheval. La silhouette de Lara gardera ses formes caricaturales, mais en y incluant une structure osseuse et musculaire plus réaliste, ce qui amènera à une taille de poitrine plus raisonnable. Mais malgré cela, Toby Gard déclarera qu'il ne sent pas que le personnage de Lara avait beaucoup changé par rapport à sa vision initiale, malgré ce que les joueurs pensaient. Pour la voix anglaise de Lara Croft, c'est Kelly Howes qui doublera notre aventurière, connue pour le rôle de Zoe Reynolds dans la série Spooks.
Chez les blondes, la première voix de Lara a été approchée, mais Crystal Dynamics préférera Kylie pour son statut de célébrité. Elle était selon eux parfaite pour donner le bon équilibre entre aristocratie et le caractère trempé de Lara. Son rôle lui a été donné après qu'elle ait lu quelques lignes pour son agent vocal qui a ensuite envoyé directement la cassette à Crystal. En France, pas de changement et depuis le début de la licence, c'est Françoise Cadol qui reprend le rôle. Dans les médias, c'est Karima Adebib, mannequin britannique, qui sera la nouvelle Lara Croft en chair et en os. Elle a d'ailleurs eu un petit rôle dans Alien vs Predator. Pour la musique, Troels Follman sera embauché pour avoir composé la musique du précédent jeu de Crystal Dynamics, Project Snowblind. À l'époque, il avait rejoint l'entreprise pour compléter des recherches en vue d'une thèse de doctorat. Son objectif pour Tomb Raider Legend sera de créer une partition ambitieuse qui imiterait le style musical de grandes productions hollywoodiennes. Il trouvera l'inspiration dans de nombreux compositeurs, des figures classiques et des compositions de films modernes. À ce moment-là, Legend sera la plus grande partition sur laquelle il travaillera. 9 mois seront nécessaires pour la terminer. La quantité de musique créée est estimée entre 5 et 7 heures. 4 à 5 heures de son travail seront utilisées dans le jeu final. Le reste sera simplement abandonné. Follman fera évoluer la façon dont s'intègre la musique dans un Tomb Raider. Alors que dans l'Ange des Ténèbres, la musique bouclée en continu, mais apparaissait bien en temps réel, la musique de Legend sera variée et s'adaptera aux actions du joueur. Celle-ci deviendra plus rythmée en cas d'action et s'atténuera quand le calme reviendra. Ce système n'était pas nouveau dans le domaine vidéoludique, mais compliqué à mettre en place à cause de la capacité audio limitée de la RAM des consoles de jeu. Follman créera un système qui permettra de jouer le thème principal d'un niveau en arrière-plan pendant que la musique de premier plan changeait en fonction de l'action et de la condition du niveau. La musique sera essentiellement une fusion d'éléments électroniques et orchestraux inspirés de chaque environnement du jeu, contrairement aux anciens Tomb Raider qui n'utilisaient qu'un style purement orchestral. En effet, chaque niveau avait son propre instrument principal suite aux nombreuses recherches du compositeur pour trouver quel instrument serait le plus approprié pour chaque niveau. Cela mènera à l'utilisation d'instruments comme le doudouk, le shakuhachi, les tambours africains et les flûtes de pan boliviennes. Troels utilisera 9 ordinateurs pour créer la musique, chacun étant dédié à un niveau du jeu. Oui, 9 car le manoir avait son ordinateur dédié, tandis que le dernier était dédié au thème principal et au thème des personnages, car oui, des personnages posséderont leur propre thème. Il se mettra également dans la peau du joueur à chaque moment du jeu pour imaginer ce qu'il ressentirait à ce moment-là. Ce qui amène à l'apaisement du manoir Croft, ou les pics de l'évasion de Lara face au serpent de mer. Le thème principal de Legend inclura les 4 notes mythiques du thème original de Nathan McCree à l'aide d'un doudouk. Le thème de Legend sera également utilisé à chaque fois qu'un niveau se terminera. Maintenant que nous avons vu le développement de l'intérieur,
Nous allons nous intéresser aux joueurs et médias. Nous sommes en avril 2005 et Tomb Raider Legends sera révélé. Eidos souhaite mieux traiter l'image de Lara. En effet, les joueurs avaient depuis un moment cette mauvaise image de la licence Tomb Raider suite à ses nombreux partenariats promotionnels et gadgets publicitaires. L'association positive et la communication de Crystal et du département marketing d'Eidos étaient un des éléments clés du développement. Crystal pouvait réaliser le jeu tranquillement, tandis qu'Eidos s'occupait de la communication et de la promotion du jeu auprès des joueurs et des médias. D'abord annoncé sur PS2, Xbox et PC, Legend étendra son développement jusqu'à 10 plateformes. Une version Xbox 360 qui en fait le premier Tomb Raider pour la 7ème génération de consoles. Cette version incluait des nouveaux visuels et effets d'éclairage entièrement réécrits pour cette version, malgré que le reste n'est qu'un portage d'un jeu de console de 6ème génération. Cette version recevra tout de même la priorité de développement avec la version PS2. Une version GameCube sera commandée suite au succès d'un jeu édité par Eidos sur cette console, à savoir Lego Star Wars, le jeu vidéo. Ce qui fera de Legend le premier jeu canonique de la série sur une console Nintendo. Cette version ne sera qu'un portage des versions PS2 et Xbox. Malgré la sortie du jeu très proche du lancement de la Wii, ils décideront de ne pas faire de version Wii, car ils n'avaient pas reçu les kits de développement et concentraient déjà leurs efforts sur le jeu suivant. Reprenons donc, Crystal Dynamics concentre ses efforts sur une version PS2 et Xbox 360. Ils feront appel à Nixxes Software pour les portages Xbox, PC et GameCube. D'ailleurs, la version PC aura droit à un mode Next-Gen Graphics afin qu'il soit similaire à la version 360. Buzz Monkey Software s'occupera d'une version PSP qui ajoutera quelques tenues exclusives et des modes multijoueurs permettant de s'affronter avec 2 PSP et 2 jeux. Humansoft développera des versions Game Boy Advance et Nintendo DS. 2 versions bien différentes des autres avec de la 2D en scrolling horizontal pour la Game Boy Advance et de la 2,5D pour la version Nintendo DS. Les cinématiques resteront telles quelles sur DS alors que sa grande sœur narrera l'histoire d'une façon bande dessinée. Le gameplay restera identique aux versions console de salon. Enfin, une version mobile portée par Fat Hammer et Sixela Productions sera développée en étroite collaboration avec Crystal Dynamics afin d'offrir une compatibilité sur un maximum de téléphones. Le jeu sera entièrement en 3D, ce qui est assez réussi pour l'époque, malgré que le jeu soit moins ouvert que sur console et ne consiste qu'à se déplacer en ligne droite. 20 personnes travailleront sur cette version. La 10e version sera pour la PS3, mais elle arrivera des années plus tard dans une compilation. Les 3 et 4 avril 2006, des démos seront proposées pour Xbox 360 et PC. Le jeu sortira le 7 avril 2006 en Europe sur PS2, Xbox, Xbox 360 et PC, et un peu plus tard dans le reste du monde. Spike éditera les versions japonaises en décembre 2006. La version PSP débarquera le 9 juin. Les versions Game Boy Advance, DS et GameCube sortiront en novembre. Enfin, pour ce qui est de la version mobile, c'est l'opérateur Orange qui aura l'exclusivité européenne en décembre 2006, avant d'être disponible partout ailleurs l'année suivante. Lara Croft Tomb Raider Legend s'ouvre sur une cinématique d'introduction pleine d'action, rappelant un peu les films James Bond, en prenant le soin de mettre en avant chaque lieu et personnage important du jeu. Le jeu se lance sur un crash d'avion survenu il y a quelques années, avec à son bord Amelia Croft et sa fille Lara. Juste avant l'impact, une lumière blanche envahit l'écran et nous retrouvons Lara Croft des années plus tard en train de grimper des falaises en Bolivie. Elle est en contact radio avec ses acolytes Zip et Alistair qui servent de consultants pour ses voyages. La raison de la venue de Lara serait la présence d'un socle en pierre gravé que Lara rechercherait depuis un long moment. En approchant des ruines, Lara découvrira des gardes armés surveillant les lieux. Un certain Rotland est mentionné par radio. En arrivant devant un temple, elle affrontera plusieurs d'entre eux. Puis vient les premiers pièges et énigmes du jeu, sans compter un jaguar qui sera l'un des premiers prédateurs du jeu. Après la première session de QTE du jeu lors d'une session de pièges et de découvertes macabres, Lara arrivera devant le socle qui lui remémorera sa découverte au Népal après le crash d'avion lorsqu'elle avait 9 ans. C'est après avoir activé le socle grâce à une épée encastrée que sa mère s'est interposée entre sa fille et ce qui semblait être des voix sortant d'un portail. Cette dernière, prise d'une panique soudaine, retirera l'épée du socle, provoquant sa disparition. Lara serait donc à la recherche d'un moyen de trouver ce qui est arrivé à sa mère dans le passé. Retour au présent, le socle est entouré de gardes armés. Elle trouvera le moyen de discuter avec un homme semblant savoir qui elle est. Il lui montrera le morceau d'épée qu'il aurait trouvé. Elle serait du même genre que l'épée au Népal. Il lui demandera si elle connaît les pouvoirs de cette épée, ce que Lara semble ignorer. L'homme s'éloigne en disant qu'Amanda avait raison et qu'il fallait être plus prudente à pareil saut. Il ordonnera à ses hommes de se débarrasser de Lara pendant qu'ils s'éloignent du site.
N'en faisant qu'une bouchée, Lara se questionnera sur le lien entre Amanda et l'épée qu'elle semble connaître. Zip dénichera des informations sur l'homme qui n'est autre que James Rutland, fils du sénateur Rutland. Lara se rendra à Paraiso, histoire de déterrer un peu plus le passé avec son amie Anaya. Malheureusement, des hommes armés sont présents, prêts à leur barrer la route. Une séquence de poursuite à moto s'engagera afin de les empêcher de rattraper Anaya. Après cette séquence, elles arriveront sur un site de fouilles qui lancera un flashback se déroulant quelques années auparavant. Lara et quelques amis sont descendus dans ces ruines et se sont fait attaquer par une entité étrange. La plupart des amis de Lara se feront tuer par cette dernière. Alors que Lara retrouve une de ses amies, Amanda, qui s'emparera d'une pierre pour ouvrir la porte, cette dernière fera disparaître l'entité, mais la porte ne s'ouvrira pas et un éboulement les surprendra, de même qu'une inondation. Amanda sera malheureusement bloquée à cause de l'éboulement, ne laissant pas d'autre choix à Lara que de l'abandonner. Retour au présent, Lara descendra dans les ruines afin de résoudre le mystère de la mort d'Amanda, mais aussi de peut-être trouver des indices sur l'épée comme l'a suggéré Rutland. Après avoir vidé l'eau du temple, Lara trouvera une chaussure délacée d'Amanda, prouvant qu'elle s'en est sortie. Plus loin, elle découvrira le mythe de la reine de Tiwanaku, ressemblant fortement au mythe du roi Arthur. Beaucoup de cultures partagent des similitudes dans leurs histoires. Ce n'est qu'après une nouvelle séquence de QTE et d'énigmes que Lara trouvera d'autres indices sur l'épée qui est ici annoncée comme un bâton. Une épée de cérémonie brisée plus loin rappellera à Lara qu'elle a déjà vu ce morceau d'épée quelque part. Plus exactement, à l'université Waseda au Japon, malheureusement volé par Shogo Takamoto, un yakuza. Le retour vers l'air libre se fera au prix d'affrontements avec les mercenaires. Lara partagera sa découverte à Anaya. Direction le Japon pour y rencontrer Takamoto. La rencontre a lieu dans l'immeuble de Nishimura, un ami de Lara qui lui conseille de faire attention à Takamoto. Au moment de la rencontre, Lara ira droit au but en disant vouloir le fragment d'épée qu'il a volé à l'université. Le ton monte et Lara prendra le temps d'adapter sa tenue pour y affronter plus facilement les yakuza. Grâce au pass d'ascenseur donné par Nishimura, Lara gagnera les toits, montera sur une moto pour atteindre les bureaux de Takamoto. Elle traversera ensuite les bureaux, jouera les funambules, recevra à nouveau des menaces de la part de Takamoto pour finalement l'affronter alors qu'il est armé du fragment d'épée capable de lancer des projectiles mortels et lui permettant d'accroître sa vitesse. Elle réussira à l'achever puis se rendra au Ghana. Selon les dernières informations de Zip, c'est ici que serait Rutland. Le site vers lequel Lara se rend a déjà été fouillé par son père auparavant. Rutland montrera vite le bout de son nez, mais assez loin pour éviter Lara. Cette dernière entre donc dans le temple, y croisera des gardes, des pièges et devra remettre le courant d'eau en marche pour espérer activer une roue qui lui permettra d'avancer plus loin dans le temple. Sur la route, elle trouvera un pendentif qui appartenait à sa mère alors que la liaison avec ses compères se retrouve soudainement coupée. Elle tombera face à face avec Rutland à la recherche de la clé Galali. Elle permettrait d'assembler les morceaux d'épée. Cependant, après réflexion, il se dit que le père de Lara possédait peut-être la clé vu qu'il avait fouillé ce temple. La conversation sera coupée court par les démonstrations de Rutland et de son morceau d'épée. Tout comme celui de Takamoto, ce dernier lui confère quelques pouvoirs que Lara n'aura aucun mal à combattre. Après le combat, Lara récupère le morceau d'épée et repart du Ghana en retrouvant le contact radio avec Zip et Alistair. Amanda aurait envahi le manoir avec un mystérieux pouvoir. Cependant, elle serait partie au Kazakhstan à la recherche d'un autre morceau d'épée. Lara s'y rend immédiatement et une fois sur les lieux, elle sautera en parachute pour atteindre une base militaire. Une fois en bas, elle se débarrassera des gardes et trouvera une carte indiquant le laboratoire dans lequel Amanda recherche le fameux morceau d'épée. Le seul moyen de s'y rendre est de s'infiltrer dans le train. Mais il est trop tard et Lara se rabattra sur une moto dans une nouvelle séquence comme à Paraiso. En atteignant le train, ce dernier foncera droit sur un baril explosif, forçant Lara à enchaîner quelques QTE afin d'éviter le crash en arrivant au labo. Après moult péripéties, dans le laboratoire, Lara rencontrera Amanda. Cette dernière n'est pas prête à pardonner à Lara le fait de l'avoir abandonnée à Paraiso. Elle détruira le pont pour que Lara ne puisse pas la suivre, mais Lara trouvera un autre chemin et se servira d'un chargeur Tesla pour rétablir le courant dans certaines salles. Cela lui permettra de trouver un bouclier qui contient une carte qu'elle demandera à Zip et à Alistair d'analyser. Lara retrouvera le chemin vers Amanda et malgré les excuses de Lara, celle-ci fera appel à l'entité de Paraiso qu'elle contrôle grâce à la pierre qu'elle a prise là-bas. Lara utilisera l'électricité pour l'assommer et récupérera le morceau d'épée. Elle profitera du chaos pour s'enfuir et apprendra sa prochaine destination par ses camarades ayant déchiffré la carte de bouclier. C'est dans un musée abandonné, faisant la gloire au mythe du roi Arthur, que Lara se rendra. Celui-ci se trouve en Angleterre. Après avoir remis le courant, différentes scènes content l'histoire du roi Arthur. Dans les coulisses de ce dernier, Lara défoncera un faux mur avec un chariot élévateur, ce qui l'amènera vers la vraie tombe du roi Arthur avec les habituels pièges que renferme chaque tombe.
Lara découvrira un bâtiment dans les souterrains abritant les tombes des chevaliers de la table ronde. Elle y découvrira par la même occasion le dernier morceau d'épée. Zip et Alistair se feront attaquer à l'extérieur du musée, et lors de son chemin retour, Lara affrontera un serpent des mers. Elle attirera son attention en tirant sur des cloches, et elle fera tomber des cages ornées de pics sur sa tête. Une fois débarrassée après une nouvelle séquence QTE, ce sont des mercenaires qu'elle affrontera puis sauvera Zip et Alistair à la sortie. De retour au manoir, Lara comprendra que la clé Galali avait été offerte à sa mère Amelia par Richard Croft. Elle l'avait sur elle lors du crash au Népal. Lara s'y rend donc et après quelques escalades et affrontements avec des léopards, trouvera la carcasse de l'avion dans lequel se trouve le pendentif. Elle réussira à le prendre et évitera une catastrophe. Elle se rendra vers le socle de pierre du Népal où sa mère avait disparu. Elle assemblera l'épée et essaiera d'activer le socle sans succès. Cependant, l'épée lui confère un pouvoir destructeur. C'est avec détermination qu'elle retourne donc en Bolivie vers le socle de pierre gravé, mais Rotland et Amanda l'y attendent. Elle les assommera grâce à l'épée et se débarrassera de tous les gardes. Rotland ne survivra pas et lorsque Lara retourne vers le socle, Amanda fait alors appel à l'entité de Paraíso. C'est le boss final que Lara affrontera avec Excalibur et réussira à assommer Amanda et lui reprendra sa pierre. Lara activera le socle et revoit sa mère du passé dans le portail. Cependant, c'était tout juste avant qu'elle ne disparaisse. Lara essaiera de la prévenir de ne pas toucher l'épée encastrée. Mais Amanda se réveille et lui crie de retirer l'épée, sinon tout explosera. La mère de Lara prend alors l'épée et disparaît. Le socle de pierre explose. C'est à cause des actions du présent qu'Amelia a disparu dans le passé. En menaçant Amanda, elle apprendra que sa mère a atterri à Valon. Sur le coup de la colère, Lara assomme Amanda et prépare déjà sa prochaine aventure et suite de sa quête grâce à tout ce que celle-ci lui a apprise. Petit easter egg, lors du dernier affrontement, on peut y voir des caisses portant l'inscription Natla, un petit indice sur le futur remake du premier opus, mais le futur nous dira qu'il pourrait s'agir aussi d'une indication sur la suite de l'histoire. Les critiques de Tomb Raider Legends seront extrêmement positives, un retour en force après une série de suites inférieure à la moyenne. La refonte du design de Lara, du gameplay de la série et d'une histoire bien plus solide que certains jeux 2 fois plus longs seront salués. Edge annoncera que Legend a établi une base logique et solide pour la suite de la série. Le point faible réside dans les combats superficiels à cause d'une IA complètement stupide, mais aussi sa courte durée de vie. La version 360 sera saluée pour ses graphismes, même si elle n'apporte pas de contenu supplémentaire. La version PSP sera au contraire saluée pour ses ajouts, mais critiquée pour ses mauvais graphismes. La version PC souffrait de baisse de FPS. La version DS sera acclamée, hormis pour ses combats et quelques concessions dues au matériel. Et enfin, la version Game Boy Advance fut mal reçue à cause de ses limitations techniques et de sa mauvaise conception. N'oublions pas la version mobile qui fut bien accueillie mais tout de même critiquée pour sa répétitivité. Au niveau des ventes, Tomb Raider Legends se classera premier au Royaume-Uni la semaine de sa sortie et le restera la semaine suivante. Il restera dans le top 10 des meilleures ventes jusqu'en juillet 2006 et sera le 8e jeu le plus vendu de 2006. La version PS2 recevra le prix platine de l'ESPA pour avoir dépassé les 300 000 ventes au Royaume-Uni. Le bilan des ventes pour Tomb Raider Legends sera de 2,9 millions d'exemplaires, un mois après sa sortie. Les ventes sont aujourd'hui estimées entre 3 et 4,5 millions d'exemplaires. Le jeu recevra plusieurs prix, notamment pour sa musique, par la British Academy of Films and Television Arts, mais aussi par la Game Audio Network Guild Awards 2007 et enfin au Tech Awards 2007. La version mobile recevra le prix du meilleur jeu d'action mobile de 2007 au SPAC Video Game Awards. Tomb Raider Legends permet donc à la franchise de renaître, mais Crystal Dynamics n'a pas le temps de fêter l'événement car ils sont déjà en train de s'occuper des prochaines aventures de Miss Croft qui s'apprête à fêter sa première décennie.